Bonjour à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission durant laquelle je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur les profits des entreprises et plus précisément sur ce qu'elles en font. Un chiffre pour comprendre l'enjeu de ce débat. Au premier semestre 2017, les entreprises du CAC 40 ont engrangé 51,3 milliards d'euros de bénéfices. La crise, du moins pour le fleuron de l'économie française, semble donc bien derrière elle. Mais que font-elles de ces profits? Joseph Souvenel, Jean-Luc Tesson, bonjour. Vous allez, c'est joli comme cœur, vous allez nous répondre à ces questions. J'aimerais d'abord, Joseph, quelle est la première destination du profit d'une entreprise en général? Alors, il faut peut-être différencier les grandes entreprises et les... Il faut déjà commencer par dire qu'une entreprise du secteur privé qui fait des profits, ce n'est pas un gros mot, c'est même nécessaire à sa survie et à son évolution. Donc tant mieux. Le CAC 40, ce ne sont pas les entreprises françaises. Et il ne faut pas confondre 51 milliards de bénéfices. C'est qu'elles ne représentent pas les entreprises françaises. Absolument pas. Et donc, si on se focalise là-dessus, c'est comme si je parlais du syndicalisme en parlant du plus gros des syndicats en France. Je ne me sens pas du tout représenté par ce type de syndicalisme. Eh bien, notre tissu économique, il n'est pas représenté par les entreprises du CAC 40 je vais aller embrasser Joseph. qui ont leur utilité. Alors après, que font-elles de leurs bénéfices? Je n'en sais rien. Il faut regarder. La question, c'est d'abord comment ces entreprises font leurs bénéfices. Il y a des façons avouables et des façons inavouables. Si je m'organise, par exemple, pour ne pas payer d'impôts sur le territoire national, comme font un certain nombre d'entreprises multinationales, c'est pas bien. C'est pas bien. Je vais faire des gros bénéfices au détriment de la collectivité. Un bénéfice, c'est exactement ça. C'est ensuite, je redistribue aux actionnaire. Ce n'est pas un gros mot non plus. Encore faut-il que ça corresponde effectivement, que ça soit décent, que je n'essaye pas de tirer un maximum de bénéfices en minimum de temps. Ce qui veut dire qu'il faut considérer pour chaque entreprise dans la durée. Puis il y a l'investissement, la recherche, l'innovation, maintenir l'outil, et puis comment je redistribue aux salariés. Et en fait, on ne peut pas faire de cadre général ni de moyenne qui veut strictement rien dire. Il faut regarder. C'est différent aussi par secteur. C'est pas la même chose si l'entreprise est récente ou moins récente. Et donc, il faut sortir de ces idées générales pour regarder très précisément, j'allais dire presque entreprise par entreprise. Mais il n'y a pas une culture française du profit, retour à l'actionnaire par le biais des dividendes? Il n'y a pas une culture française comme ça? Ou c'est très anglo-saxon? Oui, mais là, vous posez la question comme si parfois l'entreprise avait le choix. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas distribuer de dividendes, soit parce qu'elles ne font pas assez de bénéfices, soit parce que leur développement est tel qu'il faut mobiliser tous les moyens, tous les bénéfices pour réinvestir. Et en fait, il peut y avoir un arbitrage, mais je voudrais évoquer deux types d'actionnaires, justement, dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Premier cas, l'actionnaire dirigeant par exemple, il va acheter 1 million d'euros l'entreprise. Il va vendre sa maison pour investir 1 million et il va emprunter, voilà. Il va attendre quand même un retour sur son investissement, déjà pour se loger. Et il est normal que l'entreprise lui verse un dividende parce qu'il y a une prise de risque, il y a de l'investissement, de la rémunération de l'argent. Mais même au-delà, il y a quelque chose... il n'y aurait plus d'entrepreneurs si on n'arrivait pas à avoir un retour sur un investissement. Il y a un deuxième cas, c'est celui qui n'a pas d'argent. Il achète l'entreprise 1 million, mais il emprunte tout. Mais c'est l'entreprise qui va emprunter. C'est-à-dire qu'en fait, il va pomper, il ne va rien investir, il ne va pas prendre de risques. Il peut-être hypothéquer sa maison quand même. En général, les banques vont le demander. Et les dividendes, les résultats de l'entreprise vont être utilisés pour rembourser la dette d'acquisition. C'est la dérive qu'on a connue avec ce qu'on appelle les LBO, leverage buyout, c'est-à-dire qu'on va financer des acquisitions par de la dette, mais il faut prélever sur l'entreprise elle-même pour permettre à l'actionnaire de devenir complètement propriétaire. D'un point de vue moral, ce n'est pas du tout la même chose dans ces deux cas, le premier cas et le deuxième cas. On est d'accord, il y a une prise de risque qui n'est pas la même, clairement. Oui, et puis c'est plus que... plus qu'une prise de risque. Oui, il y a le montage qui a été fait justement basé sur l'utilisation du bénéfice de l'entreprise, alors que dans le premier cas que je décrivais, c'est plutôt la récompense d'un engagement financier fait et d'une prise de risque.
Puis, il y a des cas qui sont caricaturaux, mais qui existent, avec je vais fermer tel site, non pas parce que d'ailleurs il n'est pas rentable, mais parce qu'il n'est pas suffisamment rentable pour en ouvrir un autre ailleurs, souvent dans un autre pays où je vais peu payer les gens, ne pas respecter tout ce qui est l'écologie, et au niveau fiscal, il n'y a presque rien. Et puis, j'augmente mes bénéfices comme ça et je me distribue tout en faisant de la casse sociale et de la casse économique. Je me distribue des gros bénéfices et je fais des gros rendements. Là, c'est une mondialisation tout à fait immorale et il faut cesser ce jeu. Qui est un jeu, c'est même pas à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. Parce que c'est le jeu de la destruction. Je détruis, pour quelques-uns, une petite minorité qui s'enrichit de façon éhontée. Ça existe le aussi. profit, Jean-Eudes. Oui, mais dans une vision court-termiste. Parce qu'on peut, avec une vision long-termiste, prendre des décisions un peu douloureuses, même si on fait du bénéfice à un moment, c'est d'être obligé de fermer un site parce qu'il gagne pas, ou parce qu'on sait que demain, il va être condamné. Et parfois, il faut prendre des décisions, quand on est chef d'entreprise, des décisions courageuses, de fermer des sites avant que ça soit la dernière extrémité, le faire suffisamment tôt. Alors, ça ne justifie pas tout, Joseph, je suis d'accord, mais avec une vision long-termiste, c'est nécessaire parfois d'agir comme ça, c'est-à-dire c'est pas de la casse, c'est fermé avant qu'il soit trop tard, et pendant qu'on a les moyens d'indemniser éventuellement les salariés ou d'investir sur un autre site plus moderne, etc. Oui, c'est pour ça que tous les cas de figure doivent être envisagés. Et puis il y a aussi quand même tous ces bénéfices qui partent hors sol, hors du travail réel et de l'économie réelle, pour aller dans le nuage financier, ça, c'est la dans ces bulles financiarisation de l'économie. Cette bulle financière qui ne cesse de croître, embellir, jusqu'au jour où elle explose, et c'est des drames, et ça recommence, et on est en train de joyeusement recommencer. Et ça, c'est bien fourni, parce que certaines entreprises, à un moment donné... On avait arrêté un temps, la crise de 2008 avait un peu freiné ce type de dérive, et on reprend les mauvaises habitudes. C'est une utilisation des bénéfices qui ne permet pas de construire dans la durée, parce que c'est des visions court terme, mais en même temps... dire je cherche le meilleur rendement étant sur les marchés financiers, je construis la bulle. Et ça, c'est très dangereux pour tout le monde. Moi, j'aimerais savoir si les exigences des actionnaires, vous disiez très justement que les dividendes, c'est une bonne chose, une fois qu'on a investi quelque chose de son bien dans une entreprise, donc c'est normal de toucher les dividendes. Est-ce que les exigences des actionnaires freinent l'investissement et l'emploi aujourd'hui ? Ils peuvent, bien sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce que c'est un travers de l'économie, alors de l'économie française, de l'économie en général ? Non, mais tout dépend. Les actionnaires, ils sont multiples. Ils ne réagissent pas tous de la même façon. Dans les grandes sociétés. Dans les grandes sociétés. Non, mais quand je dis ils sont multiples, on ne peut pas faire une typologie de l'actionnaire. L'actionnaire est comme ça. Ce que vous différenciez les grandes entreprises. Mais même dans les grandes entreprises, si je pense à Michelin, ils ont une idée, parce que sans doute c'est resté une entreprise à caractère familial, une idée industrielle et de pérennité de l'entreprise. D'autres vont investir. Je ne peux pas mettre François Michelin et Bernard Tapie en disant ce sont les mêmes. Voilà, il y a une culture d'entreprise. Oui, mais c'est lié au projet entrepreneurial. C'est ça, c'est le projet. Je prends l'exemple du patron de PME, c'est le projet qui fait des bénéfices convenablement. Et il a des perspectives de développement, mais qui nécessitent d'investir. Mais il se dit, c'est pas ce que je recherche avant tout, c'est pas toujours plus. Et du coup, je ne réinvestis pas suffisamment pour assurer la pérennité de la boîte, mais pas plus que ça. Et puis finalement, l'argent qui reste, je me le verse en dividendes. Puis il y a d'autres cas où on peut verser des dividendes, mais les actionnaires décident de le laisser en compte courant. C'est dans le cas de beaucoup d'entreprises familiales, en disant, c'est important pour moi de pouvoir constater des revenus complémentaires à partager avec ma famille, par exemple. Mais l'entreprise nécessite ne peut pas perdre ce cash parce qu'elle peut l'utiliser. Donc, c'est versé sur un compte courant. Simplement, c'est plus liquide. Ça devient liquide, en tout cas plus, que si ça n'était pas versé en dividendes et mis en réserve. Ce que j'entends, c'est que c'est le projet d'entreprise, Jean-Eudes, qui fait la règle de répartition de ses profits. Alors, qui peut faire servir de règle. Faire. Oui, je crois, mais il faut donner de la cohérence, en fait. Et puis, il ne faut pas oublier les salariés. Ce serait bien que les salariés... moi, je suis pour la règle des 3 tiers. Alors, pas une règle figée, mais qu'on mette en principe... Les tiers pas forcément égaux, c'est ça ? Un tiers pour l'investissement,
un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés. Après, tout ça peut évoluer en fonction, c'est une jeune entreprise, je suis dans tel secteur, tout ça doit pouvoir se discuter. Mais ça serait bien qu'il y ait cette reconnaissance que dans des cas, ça fonctionne, mais dans beaucoup de cas, ça ne fonctionne pas. Et les salariés ont une part minimale des bénéfices de l'entreprise. Minimale, pourquoi ? Parce que la loi oblige. Dans d'autres cas, les entreprises vont le faire. Et je trouve qu'on devrait travailler là-dessus si on veut. Quand je vois un certain nombre de secteurs où on me dit, je pense à l'hôtellerie-restauration, on a du mal à embaucher, on a du mal à avoir des gens qui restent, etc. Mais comment ça se fait dans ces cas-là que vous leur proposez ? Alors, il y a des tas de raisons objectives, le prix du logement, par exemple. Si mon salaire passe dans mon logement, quel est l'intérêt que j'aille travailler ? C'est aussi simple que ça, sur la Côte d'Azur ou en hiver à Megève. Mais quel est l'intérêt d'aller travailler durement en étant peu payé, alors qu'on pourrait très bien m'embaucher dans un contrat disant, ben voilà, vous avez votre salaire, tout ce qui est assuré, mais en fonction du bénéfice que mon petit restaurant ou que mon hôtel va faire, vous allez en avoir une part qui est définie, là. Et ça, c'est aussi une motivation. Et je connais beaucoup de restaurants qui ont du mal, ou de cafés-bars qui fonctionnent très bien, qui ont du mal à garder le personnel, parce qu'ils les traitent mal. Alors, s'ils leur donnaient un peu plus, ils les garderaient plus. Jean-Eudes ? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée de 3 tiers. Parce Votre que... bonne répartition, ce serait quoi ? Non, c'est pas... Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Parce que dire 3 tiers, c'est ne peut pas tenir compte de la situation du métier, par exemple. Dans un métier qui nécessite beaucoup d'investissement au départ, avec un résultat faible, est-ce que déjà l'actionnaire n'est pas rémunéré pour ce qu'il a investi ? Lui demander de partager en 3 tiers, c'est pas tout à fait normal non plus. L'inverse, s'il n'y a pas eu d'investissement, je veux dire, j'investis 1 000 euros dans une société et je fais 300 000 euros de résultat la première année, récupérer 300 000 euros de dividendes pour 1 000 euros investis, c'est un peu excessif. Pas de règle. Non, Joseph, il n'y aura pas 300 000 règles. euros de dividendes, puisqu'il y aura déjà un tiers pour les salariés. Un tiers des résultats donc, après. On sent que sur ce sujet-là, messieurs... le principe, et ensuite, comme je l'ai dit, ensuite on regarde, on peut-être qu'il faut... Déjà, posons le principe. Moi, j'aimerais que le nouveau président du MEDEF dise « Oui, c'est normal quand il y a des bénéfices que les salariés en touchent un tiers et on peut discuter... » Jean-Eudes fera passer le message au président du MEDEF, Joseph, vous inquiétez pas. Voilà, on sent que sur ce sujet-là, vous ne serez pas d'accord, messieurs. On va donc se quitter là et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.